Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre aujourd'hui même la traditionnelle fête du travail du 1er mai. Et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'adressera à cette occasion à la nation sur certaines questions. Direction en Bouna, en bref et en images, après son tête-à-tête avec les autorités coutumières, le président de la République s'est adressé à la population. Il a ensuite appelé les filles et fils de la région du Bonkani au pardon, à la paix et à la réconciliation. Justice sera rendue aux victimes, c'est ce qu'a promis le chef de l'État, qui a également fait don d'une somme de 245 millions de francs CFA. Une partie de cet argent servira à relancer les activités dans la cité. Et bien sûr, nous y reviendrons dans nos éditions à venir. À Abidjan, aux deux plateaux, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné du ministre de la Construction Mamadou Sanogo, ministre donc de la Construction et de l'Urbanisme, le Premier ministre a inauguré le tout nouveau guichet unique du permis de construire. Un guichet grâce auquel la délivrance de l'acte se fera dans les délais réduits. Un bonheur donc pour les constructeurs de Côte d'Ivoire. Cocody de Plateau, voici le tout nouveau guichet unique du permis de construire, opérationnel depuis ce vendredi. Cette inauguration marque une avancée décisive dans la réforme initiée par le gouvernement en vue de simplifier la délivrance de cet important acte administratif qu'est le permis de construire. La simplification des procédures de délivrance du permis de construire est apparue pour le gouvernement comme une exigence, voire un impératif face aux enjeux de la reconstruction nationale et la relance économique. Ces enjeux appellent la transparence, la traçabilité, la rapidité et l'efficacité des procédures. C'est pourquoi, comme rappelé tout à l'heure, depuis 2013, le gouvernement s'emploie à réduire les délais de la délivrance du permis de construire par la mise en œuvre d'une réforme de grande envergure. Les nouvelles dispositions ont permis de ramener les délais normatifs à 101 jours, puis à 87 jours, contre rappelé tout à l'heure à 12 mois, selon d'ailleurs les différents rapports du Doing Business. Avec ce guichet unique et la présence de tous les acteurs en un même lieu, le fait aussi que ceux-ci pourront se déplacer concomitamment dans un même véhicule pour aller faire des constats sur les chantiers de construction. Et étant donné que désormais, le guichet présente les particularités suivantes, c'est-à-dire la mise en place d'un système informatique, nous pouvons affirmer que l'acte sera donné dans les délais les plus raisonnables, c'est-à-dire objectivement autour de 21 jours. La mise sur pied de ce guichet s'avère être un soulagement pour les promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Une bouffée d'oxygène pour nous. Nous attendons ça depuis très longtemps. Ces choses faites aujourd'hui, nous ne sommes que ravis. Nous pensons que le délai qu'on nous a annoncé va permettre de booster les choses et les banquiers auront le premier élément qui est l'ACD, c'est-à-dire le titre de propriété. Les réformes mises en œuvre par la Côte d'Ivoire lui ont valu entre autres le classement 2 années de suite dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde, la place de 8e économie la plus compétitive du continent africain selon l'édition 2015 du rapport mondial de la compétitivité et la plus forte progression sur le continent africain en matière de gouvernance selon la fondation Mo Ibrahim. Cependant, le pays occupe le rang de 180e sur 189 économies dans le domaine du permis de construire, d'où l'espoir que ce guichet unique y joue un rôle conséquent. Comment booster l'économie africaine, sachant que le continent dispose de plusieurs ressources naturelles? Comment rendre l'économie africaine forte et compétitive? Ces sujets étaient au cœur de la 7e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine, organisé vendredi dernier à Abidjan. Ce forum a mobilisé plusieurs acteurs de développement, des opérateurs économiques, des universitaires autour du thème « Investir dans la formation des élites économiques africaines ». Reportage signé Francis Boifo. Malgré les nombreuses ressources naturelles dont dispose l'Afrique, le continent peine à se développer, son économie aussi. Universitaires, acteurs de développement,
opérateurs économiques. Tous pensent qu'il faut investir dans la formation pour créer des économies fortes. Lors de la 7e édition des bâtisseurs de l'économie africaine, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est intervenue sur le rôle que devraient jouer les universités. Les universités doivent, à l'instar des grandes écoles de renom, s'adapter aux exigences des temps présents en s'appropriant l'esprit d'entreprise. En d'autres termes, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est la création d'universités innovantes. Le président de la Fondation Benian International, Noël Akosi Benjo, lui, pense qu'en plus de la formation, il faut inculquer aux jeunes la culture entrepreneuriale. Il n'y a plus d'emploi forcément pour tout le monde. Il faut absolument créer des outils, que ce soit en financement, que ce soit en système d'incubation, de l'externalisation, pour qu'on puisse permettre à ceux qui veulent s'exercer dans le privé de le faire. L'entrepreneuriat et la formation seuls ne suffisent pas pour booster l'économie africaine, dira Didier Akwete, homme d'affaires international. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut plus tenir sur la durée un avantage comparatif sur du long terme, parce que vous voyez bien que d'autres pays attaquent ces pays avec des avantages différents, avec des savoir-faire différents, et donc c'est très difficile de se dire « moi je suis le spécialiste », plus personne ne peut savoir tout faire. Donc nous rentrons dans une économie encore plus forte de coopération et de collaboration. Les panélistes proposent que les gouvernants investissent massivement dans la recherche-développement. Seulement 1% de la richesse sur le continent est investi dans ce secteur. Les étudiants journalistes de Côte d'Ivoire ont signé récemment un accord de partenariat avec le Forum des directeurs de publication. L'objectif est de les insérer très rapidement dans les maisons de presse après leur formation en vue d'obtenir leur premier stage qui pourrait déboucher plus tard sur des emplois. Éric Goré. La signature de l'accord de partenariat entre l'Association des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire et le Forum des directeurs de publication ouvre une porte à l'insertion des jeunes journalistes à la fin de leur formation. Dr Keita Karunga, représentant le ministre de la Communication, a salué cette action qui va aider les étudiants journalistes à se frotter très rapidement à la pratique du métier. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour l'agence Emploi Jeunes de s'engager à accompagner les étudiants à la fin de leur formation dans l'obtention de leur premier stage. Nous avons marqué toute la disponibilité de notre structure à accompagner cette association de jeunes journalistes par l'organisation d'ateliers spécifiques de renforcement des capacités sur les techniques de recherche d'emploi. Selon les parties signataires, cet accord de partenariat vient à point nommé. Avec ce partenariat, ce que nous attendons justement, ce sont des stages et aussi des emplois. Beaucoup d'entre eux sont déjà en activité. Alors, il nous revient de signer ce partenariat pour leur permettre une insertion facile au niveau des médias. L'Association des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire existe depuis 5 ans. Son objectif est de faciliter l'intégration des étudiants journalistes dans les maisons de presse à la fin de leur formation. Le programme national de volontariat initié par le gouvernement entre dans sa phase active. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire ont signé hier une convention pour la mise en place du projet. La phase pilote va concerner 1000 jeunes, dont 50% des filles. Le lancement est prévu le 6 juin 2016 à Mans et le projet couvrira les régions de Bouaké, du Tonkoui et le district autonome d'Abidjan. Les précisions de Konaté Moussa. Le programme national de volontariat vise à mobiliser et former des jeunes pour faciliter l'accès au marché de l'emploi. Pour la phase pilote, 1000 jeunes vont bénéficier d'opportunités de formation auprès des structures œuvrant dans le développement local, la promotion de l'éducation de base, la santé, la cohésion sociale. Une signature de convention donc entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. Une fois qu'on aura préparé ces jeunes donc, à des fonctions de production, ils seront donc beaucoup plus aptes à travailler donc, dans les structures qui existent dans le pays. Donc c'est dire toute l'importance du volontariat. Non seulement on répond à un devoir civique des jeunes d'un côté, mais de l'autre côté, on assure leur formation, créant ainsi leur employabilité. Et je pense que c'est ça vraiment la vocation qui est la nôtre à travers ce projet.
L'engagement des volontaires est une grande opportunité vers la consolidation de la paix, la reconstruction et le développement durable. Je mesure donc bien les attentes qu'impliquent les engagements liés à ces signatures que nous venons de faire qui constituent la clé de voûte du processus de formalisation du volontariat en Côte d'Ivoire. Le programme national de volontariat concerne les jeunes âgés de 18 à 35 ans des régions du Tonpi, de Gbeke et du district autonome d'Abidjan. Le lancement est prévu le 6 juin 2016 à Mans. L'actualité internationale à présent. 6 rebelles ont été tués et plusieurs blessés dans de nouveaux combats avec les forces soudanaises dans le Kordofan Sud, un mois après des affrontements similaires dans cet État du Sud, selon un porte-parole d'un groupe rebelle. L'armée du président Omar el-Béchir combat la branche nord du mouvement de libération du Soudan, le SPLMN, dans les États du Nil Bleu et du Kordofan Sud depuis 2011, même si les combats ont baissé d'intensité ces derniers mois en comparaison avec les années précédentes. Le SPLMN affirme que les affrontements ont commencé mercredi près de la ville d'Omsediba et se sont poursuivis jusqu'à vendredi. Le président sud-soudanais Salva Kiir, lui, a formé son gouvernement de transition, partageant le pouvoir avec les ex-rebelles. Selon les termes de l'accord de paix signé le 26 août 2015, les 30 postes de ministres ont été partagés. Vendredi 29 avril, entre le camp de Salva Kiir, celui du vice-président Riek Machar et d'autres partis, notamment de l'opposition. Le décret de Salva Kiir pour la nomination des ministres du gouvernement d'unité nationale de transition a été diffusé sur la radio gouvernementale vendredi matin, 3 jours après le retour de Riek Machar à Djouba et sa prestation de serment en tant que vice-président, comme prévu par l'accord d'août 2015. L'opposition au président tchadien Idriss Déby Itno a demandé au Conseil constitutionnel l'invalidation du scrutin en raison d'irrégularités. C'est ce qu'ont annoncé vendredi 6 candidats à la présidentielle. Selon l'opposition, les irrégularités relevées pendant le déroulement, pendant le dépouillement et les compilations suffisent à elles seules pour invalider ce scrutin. Rappelons que le président Déby a remporté 61,56% des voix contre seulement 12,80% au chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui doivent être confirmés par le Conseil constitutionnel. Dès le lendemain de la présidentielle, l'opposition avait qualifié le scrutin de hold-up. La Cour constitutionnelle aux Comores a ordonné samedi la réorganisation de la présidentielle dans 13 localités en raison d'irrégularités constatées lors du scrutin du 10 avril. Une décision susceptible de modifier les résultats de l'élection compte tenu de l'écart minime séparant le vainqueur de son principal rival. Des averses torrentielles les plus violentes depuis le début de la saison des pluies ont fait une quinzaine de morts dans la capitale kenyane, Nairobi, dont la moitié dans l'effondrement d'un immeuble de 6 étages survenu vendredi soir. Selon le chef de la police de Nairobi, au total, ce sont au moins 14 personnes qui ont péri dans les inondations, dont 7 sous les décombres de l'immeuble écroulé. Plusieurs dizaines de survivants ont été extraits des décombres jusqu'au petit matin. Un rescapé a ainsi été retrouvé à l'aube, plus de 10 heures après la catastrophe. Et puis, la Russie ne compte pas demander au régime de Damas de cesser ses bombardements sur la région d'Alep, le principal champ de bataille de la guerre civile en Syrie. Cette semaine, près de 250 personnes y ont perdu la vie et de nouveaux bombardements ont eu lieu ce samedi, selon l'ONG OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, au journal de 13h, le professeur Aboulaye Sangaré sera l'invité du Dimanche Magazine. Titulaire d'un diplôme en dermatologie, le professeur s'exprimera sur les dangers de la dépigmentation. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.